Oui, merci. Je suis très honorée d'être ici ce soir. Je remercie en particulier d'abord Alain Caillé et puis Christophe Forel de m'avoir donné cette petite fenêtre de tir en participant au colloque de fin 2012 autour de Gorce, qui m'accompagne, mais souvent avec distance, j'y reviendrai. Et puis ce soir, à Olivier Fressard d'avoir confirmé en me proposant d'intervenir. Alors, il y a quand même des petites choses de la vie qui sont importantes, donc je m'excuse tout de suite et je devrais partir avant la fin parce que je suis provinciale en charge de famille et qu'il faut absolument que je rentre chez moi à des heures à peu près décentes. Et donc je devrais vous quitter avant la fin, mais c'est pas que je serai en dispute intellectuelle majeure avec l'un ou l'autre. Voilà, et en préparant mon intervention, évidemment, je me suis replongée dans ma contribution qui porte à la fois sur la question effectivement de l'hétéronomie au travail dans le capitalisme contemporain, mais aussi, et vous le verrez dans ce que je vous propose, que j'ai un peu préparé, à mes soucis intellectuels et politiques du moment quand même, voilà, qui me traversent et qui nourrissent aussi des choses peut-être plus ponctuelles, mais qui en même temps voilà, me font souci. Donc je ne suis pas une spécialiste des auteurs, ni historienne de la pensée, et d'ailleurs je ne suis pas non plus une modélisatrice, bien qu'économiste. Je fais partie de ces économistes en voie de disparition, et je le dis avec un très très grand sérieux, qui observent avec des méthodes rigoureuses, mais des méthodes qui sont issues des sciences sociales, les réalités sociales concrètes. Voilà, ça c'est mon grande base. Et parmi ces observations, j'ai plusieurs cordes à mon arc, mais en particulier, je m'intéresse depuis une vingtaine d'années aux questions du travail et de l'emploi. Et en particulier, au sein du travail et de l'emploi, je m'intéresse au travail des femmes, dans ce que l'on appelle les sphères du travail peu qualifiées, voire pas qualifiées du tout, en tout cas c'est comme ça qu'ils sont considérés. Et je m'intéresse en particulier aux processus par lesquels ce travail et cet emploi des femmes, donc à bas niveau de qualification, sont comptés, au sens où on compte, sont dénombrés, sont mesurés, sont évalués. Et cette analyse critique que je mène, en particulier parfois en étant invitée au CNIS sur ces questions, permet de mettre en exergue un certain nombre d'apories de la mesure, tout en soulignant, et c'est là à la fois la dialectique intéressante, les urgences de la mise en visibilité d'un certain nombre de spécificités de l'emploi du XXIe siècle. Et en particulier, tout cet emploi aux marges du salariat, ces zones grises qui se développent en particulier dans les services, justement là où l'on trouve la masse des emplois des femmes. Je m'intéresse aussi aux processus par lesquels ces emplois sont représentés, avec toute la charge symbolique de ces représentations, et l'assignation qu'on continue d'affliger aux tâches dévolues aux femmes, d'où les gender studies qu'il ne faut pas oublier et certainement pas mettre sous le tapis. Et je m'intéresse enfin aux processus par lesquels ces emplois et ce travail sont ou pas valorisés ou pas, reconnus ou pas. Alors ce qui est intéressant avec André Gorz, c'est qu'il est sans doute l'un des rares philosophes contemporains à avoir justement exploré les interstices socio-économiques du travail, parfois du travail des femmes, pas toujours, pour penser la question philosophique de la transformation sociale et de son émancipation. Alors en tant que femme, économiste des sciences sociales, tout cela m'intéresse et c'est bien d'avoir des leviers comme celui-là pour continuer à prolonger ce travail. Et puis je dois dire aussi que, comme mes camarades de jeu, ce sont Jean Gadret, ça a été cité tout à l'heure, mais aussi assez souvent Dominique Médas, c'est quand même très difficile de passer à côté d'André Gorz dans ces conditions. Dans ce texte que j'ai commis pour cet ouvrage, j'ai donc essayé d'interroger la contemporanéité de ces analyses, qui était aussi l'occasion de renouveler les analyses des grandes mutations dans le travail et dans l'emploi. Mais je suis une travailleuse des sciences sociales, je suis enseignante et chercheur, et je le fais à partir de mes matériaux de recherche. Je fais à partir de mes enquêtes, de mes réflexions, en particulier celles qui sont présentes dans le dernier ouvrage, La performance totale, que je vais un peu
qui sera un peu en filigrane d'une partie de mes propos. Alors, pour commencer, je voudrais faire, comme je l'ai fait dans l'ouvrage d'ailleurs, vous décrire, mais je ne le projette pas, donc vous allez essayer de vous imaginer, une publicité qui a été financée par l'Agence nationale des services à la personne. L'Agence nationale des services à la personne, c'est une agence qui a été créée, voulue et financée par l'État, et dont l'ambition était d'accompagner le fameux plan Borloo de développement des services à la personne de 2005, et qui visait la promotion et la création d'ailleurs d'un nouveau secteur, celui éponyme dit des services à la personne. Évidemment, si je vous présente cette illustration, je vais vous la décrire, c'est qu'elle me semble vraiment incarner les travers du capitalisme contemporain, qui récupère toujours dans sa rhétorique comme dans ses pratiques les projets y compris les plus utopiques. Moi aussi, j'ai un problème de numéro de page. C'est bon. On y voit dans cette affiche donc financée par le public un très beau quartier de Paris à la tombée de la nuit, affublé d'un slogan « Les besoins des uns font les emplois des autres » et un joli logo label des services à la personne. Cette annonce, elle incitait à l'achat de services à la personne, en fait en toile de fond des services de ménage, tout en vantant l'acte citoyen que devenait cet acte de consommation de ces services, reposant aussi sur une vision extrêmement ambivalente du marché du travail et d'ailleurs en filigrane aussi de la notion de bien-être sur lequel tout le plan des services à la personne était adossé. Cette affiche m'inspirait deux réflexions. La première, ce type de publicité accompagne des politiques d'emploi qui sont élaborées depuis plusieurs décennies à partir d'une rhétorique devenue assez banale, et d'ailleurs qu'on trouve dans les travaux aussi d'André Gortz, cela ne lui avait évidemment pas échappé, et qui consiste pour le politique à vouloir identifier des secteurs gisements d'activité et gisements d'emploi. Cette rhétorique, elle est généralement adoptée en identifiant, souvent dans le champ du non-marchand, mais pas toujours, on trouve aussi aujourd'hui la jolie rhétorique de gisement d'emploi vert, des promesses massives de création d'emplois. Et cette quête de gisement d'emploi repose sur la dynamique de l'essoufflement de la croissance intensive, c'est-à-dire l'essoufflement de l'idée que l'on peut produire davantage de volume par heure travaillée. Et c'est vrai que ça devient structurellement plus complexe qu'aujourd'hui, que durant la glorieuse période fordiste, en tout cas présentée comme telle. Dans ce contexte, ces gisements d'emploi, finalement, apparaissent comme un levier d'une croissance plus extensive, c'est-à-dire qui élargit les frontières des activités dont il sera considéré qu'elles seront alors productives et productrices de cette fameuse richesse que tout le monde veut aller chercher, y compris avec les dents. Ces politiques de l'emploi, elles fondent véritablement la marchandisation d'une partie de la vie sociale, celle-là même qui avait été identifiée par André Gortz, en particulier dans les métamorphoses du travail. Mais ensuite, cette rhétorique des gisements d'emploi renvoie aussi quand même davantage à la métaphore de l'exploitation des ressources fossiles, gisements d'emploi, qu'à un enjeu d'émancipation. Mais il est toujours considéré dans toutes ces politiques d'emploi et dans ses représentations, et d'ailleurs dans les modélisations qui l'accompagnent, que l'émancipation sera le fruit d'une étape ultérieure, ça viendra après, que devraient favoriser des dispositifs divers, on parle de professionnalisation, qui est un mot attrape-tout, mot valise dans lequel on ne sait plus vraiment ce qu'il y a, par la qualification, par la réorganisation des secteurs, par le partage des richesses produites, etc., etc., à vrai dire, tout ce qui justement peine à advenir dans le champ du travail et de l'emploi des femmes. Deuxième réflexion que m'amène cette publicité, c'est que cette rhétorique du gisement d'emploi repose sur une double convention qu'André Gortz discute justement, voire conteste dans ses travaux. D'abord, ne serait productif que ce qui donne lieu à un emploi, renvoyant à l'invisibilité improductive cette énorme masse de tâches d'activité qui sont réalisées à titre bénévole, à titre gratuit, à titre domestique. Et une telle injonction repose, c'est la deuxième convention, sur l'idée que la priorité collective et les énergies devraient impérativement se retrouver dans notre communion autour de la croissance.
En visionnaire avec quelques autres, Gors avait bien identifié cette injonction comme l'ineptie et le drame du capitalisme qui fait reposer son équilibre sur cette dynamique expansionniste illimitée des biens et des services privatisés. Mais il est vrai, et ça c'est un vrai souci, que le chômage expérimenté par toutes les économies occidentales, à vrai dire les États-Unis ont aussi toujours un chômage très élevé, simplement les passe-passe des comptes en veulent autrement. Et vraiment, ce chômage expérimenté par ces économies occidentales est largement accentué par la prise de pouvoir de la finance internationale sur le capitalisme, œuvre comme un frein dans la compréhension de la multidimensionnalité des crises dans lesquelles on est empêtré, un frein aussi pour la reconstruction d'un imaginaire qui serait déséconomicisé. Nous ne sommes plus capables de penser autrement le développement des sociétés que par le biais de son économicisation du fait de ces taux élevés du chômage. Et un frein évidemment pour saisir alors des initiatives qui se développent et qui sont source d'autonomisation lorsque celles-ci n'entre pas dans les registres de la performance économique telle qu'elle est énoncée par le pouvoir économique et par le pouvoir administratif, qu'on peut appeler par exemple technocratique. C'est évidemment le cas du Caire, plutôt envisagé en fait dans nos représentations sous l'angle de son coût, bien plus que du bien collectif qu'il peut produire. C'est le cas aussi d'une partie de l'économie sociale et solidaire, sur lequel je travaille un peu actuellement, en particulier lorsqu'elle se ferait un chemin spécifique, éloigné du projet du productivisme, ce n'est pas toujours le cas avec l'ESS, et qui est structurellement et comptablement disqualifiée, alors même que sous certaines conditions, elle œuvre au développement plus soutenable des territoires, en même temps que les projets qu'elle développe font parfois sens pour les citoyens, et sous certaines conditions, elles font aussi du bien pour les salariés, mais pas toujours non plus. Alors maintenant, je voudrais lier la question de l'hétéronomie à quelque chose qui m'anime actuellement, qui est celle des dispositifs d'évaluation. Et sur ce point, je voudrais attirer l'attention sur le fait que l'évaluation du travail, de l'emploi, des activités de service, de leur productivité, que l'IPIETS a longuement étudié aussi, mais aussi l'évaluation des politiques publiques, sont de plus en plus soumis au diktat de l'évaluation scientiste, d'ailleurs des éléments qui ont déjà été étudiés aussi par Gors dans ses travaux. Et c'est vrai des dispositifs micro en organisation, c'est vrai au niveau macroéconomique avec le développement totalement décomplexé des méthodes qualifiées de modernes des politiques publiques et qui s'inspirent pour leur légitimation des sciences de la nature. Les modalités de plus en plus scientistes d'évaluation du travail et de l'emploi, les indicateurs de performance qui l'accompagnent, préfigurent vraiment l'avènement d'un État considéré comme efficace et qui, de fait, porte l'hétéronomie du travail à son apogée. Cela n'est pas le plus grand monde, ni les salariés des services, ni même les chercheurs, Où est aujourd'hui l'émancipation des chercheurs et des enseignants-chercheurs à l'université ? Pour réfléchir donc aux conditions d'un travail autonome, il faut aussi réfléchir aux conditions institutionnelles, sociopolitiques de l'évaluation et à la nature de l'État qui s'en trouve défigurée et totalement transformée. C'est-à-dire tout ce qui permettrait de renouer ou de nouer avec cette autonomie. Dans les travaux que je mène par exemple avec les associations et avec l'économie sociale et solidaire, par exemple sur la connaissance et la reconnaissance de l'utilité sociale, ce que nous mettons en avant, c'est l'impérieuse nécessité de remettre au cœur du processus d'évaluation et de reconnaissance la question de la démocratie, pour faire des collectivités territoriales, par exemple, des co-constructeurs plutôt que des contrôleurs, et pour faire aussi de l'ESS un acteur à part entière et non un sujet qui tente par tout moyen de passer sous la toise des mesures de performance qui lui sont imposées, pour paraphraser Litch. Et l'idée que je défends, ce n'est pas de s'opposer à la mesure ou aux mesures ou à l'évaluation, mais plutôt de démesurer le progrès, c'est-à-dire d'en redonner des représentations plurielles. C'est le sens de certains mouvements locaux qui cherchent par exemple, d'où le lien, à reformuler les bases d'une nouvelle économie politique de la richesse. Et il me semble que c'est dans et par le mouvement social qu'il est possible d'envisager les ferments d'un mouvement d'émancipation, condition d'une transition réussie. Et même si cela est encore embryonnaire, il y a bien dans les collectifs citoyens, dans les processus de démocratie délibérative, les ferments d'une dynamique d'émancipation qui s'élabore en contrepoint de la domination technocratique et de l'expertise économique totalement mortifère. Merci.